Lorsque Julie Pietri s'est retrouvée face à son public à Waller, les critiques sont tombées comme une avalanche. On lui a reproché une prestation désastreuse et un comportement irrespectueux qui a choqué les spectateurs et suscité de vives réactions. Pourtant, derrière ce moment sous les projecteurs, il y avait tout un univers de pression, de douleurs enfouies et d'histoires personnelles insoupçonnées. Julie Pietri, à 69 ans, incarne plus qu'une voix emblématique de la chanson française, elle est le symbole d'une résilience forgée à travers les épreuves les plus sombres de la vie. Ce qui s'est passé lors de cette soirée de juillet 2024 n'était pas uniquement une affaire d'applaudissements ou de gestion de l'image publique. C'était l'aboutissement de longues années passées à dissimuler sa souffrance, à supporter un poids invisible aux yeux des spectateurs. Derrière les flashs et les polémiques s'esquisse une autre version de l'histoire, celle que beaucoup soupçonnaient sans jamais oser la raconter, celle d'une femme qui a traversé les enfers sans jamais céder totalement à la nuit. Julie Pietri, adulée dans les années 1990 pour son tube « Ève lève-toi », vivait à cette époque la relation la plus destructrice de son existence. Elle s'était amourachée d'un homme qu'elle nommait plus tard « l'amour de sa vie », croyant en une stabilité qui s'est vite transformée en cauchemar. Leur entente professionnelle était en apparence parfaite, mais la dynamique a rapidement basculé. Selon ses propres mots, « Je suis devenu un objet maltraité destiné à glorifier sa personnalité. L'homme qu'elle aimait est devenu abusif, contrôlant, ce que les psychologues identifient aujourd'hui comme un pervers narcissique. » Ces individus, souvent charmeurs au départ, imposent progressivement une domination sournoise, gaslighting, isolement, cruauté psychologique. Pour Julie, ce fut une descente progressive. Rabaissée en tant que femme et artiste, elle a dû naviguer dans la confusion émotionnelle, croyant encore à l'amour qui l'a d'autant plus meurtrie. « Je suis devenue la proie d'une autorité masculine abusive », confiera-t-elle plus tard, soulignant à quel point la manipulation était subtile et les frontières entre l'inquiétude et la domination floues. La violence dont elle fut victime ne s'arrêtait pas au plan psychologique. Lorsque Julie s'est engagée dans une nouvelle relation, son ancien compagnon a sombré dans le harcèlement et la menace. « Il m'attendait devant chez moi. Il me tordait les poignets », raconte-t-elle. Même sa grossesse fut utilisée comme une arme contre elle, son agresseur cherchant à détruire sa carrière en révélant sa vie intime à la presse. Submergée par la pression, Julie tente de mettre fin à ses jours, sauvée de justesse par celui qui allait devenir le père de sa fille. Après cette épreuve, la chanteuse traverse des années de harcèlement et de traumatisme. La naissance de Manon, qu'elle appelle « un ange tombé sur mon épaule », lui insuffle l'énergie nécessaire pour entamer une psychanalyse profonde et entamer sa guérison. Mais ces violences ne sont que le début d'un récit complexe, où se mêlent destin, combat intérieur, et la difficile reconstruction. Le scandale de Waller n'est que le reflet de décennies de lutte contre la souffrance, la trahison et le jugement public. L'ombre derrière la lumière, la descente aux enfers de Julie Pietri. Quand on observe le parcours de Julie Pietri, on perçoit d'abord le succès éclatant d'une artiste qui a marqué la scène musicale française dès la fin des années 80 et surtout les années 90. Mais cette lumière publique cache une part d'ombre considérable, celle d'une femme piégée dans une relation toxique qui allait bouleverser sa vie à jamais. Au sommet, sur le fil du rasoir. À l'aube des années 1990, Julie Pietri rayonne. Les hits s'enchaînent, les plateaux de télévision l'adorent, et son image de chanteuse glamour fait rêver des milliers de fans. Ève, lève-toi, n'est pas qu'un refrain entêtant, c'est devenu un hymne pour une génération. Pourtant, derrière les sourires et les costumes de scène, Julie lutte chaque jour contre une réalité bien plus sombre. Dans l'intimité, elle s'est engagée dans une histoire d'amour qu'elle a, de prime abord, perçue comme le retour d'une stabilité émotionnelle et professionnelle. Il est à la fois son partenaire de vie et de carrière, ils créent ensemble, avancent côte à côte, et semblent former un duo fusionnel en public. Mais la façade se fissure vite. Ce qui semblait être l'idéal se mue en enfer psychologique. L'emprise du pervers narcissique. Au début, le compagnon de Julie se montre attentif, séducteur, presque fascinant. Les pervers narcissiques séduisent, enveloppent, puis tissent lentement leur toile, c'est le cycle bien connu de l'idéalisation, de la dévalorisation, et enfin de l'emprise. Julie explique comment, petit à petit, elle passe du statut de muse admirée à celui d'objet manipulé, dont l'unique fonction est de nourrir l'ego d'un homme en quête de domination. Il rabaisse Julie, la critique devant ses collègues, remet en cause ses décisions. L'artiste se voit remise en question dans son identité de femme, dans son talent et dans ses choix. Cette confusion émotionnelle la tétanise, elle veut croire à l'amour, se persuade que tout n'est pas perdu, que cet homme, malgré ses failles, pourrait redevenir tendre.
Mais chaque tentative d'apaisement lui coûte plus cher, le piège se referme, et l'isolement s'installe. Julie n'est pas la seule victime de ce système. Dans ses souvenirs, elle raconte qu'il rabaissait aussi ses assistantes, prouvant que son pouvoir s'étendait au-delà du cercle privé. Mais la chanteuse est celle qui endure le plus grand niveau d'abus, à la fois professionnel et personnel. La spirale du contrôle et de la violence. L'emprise psychologique va peu à peu se doubler d'un contrôle physique. Julie est menacée, surveillée, et vit dans une peur constante que chaque geste de liberté puisse déclencher la fureur de son compagnon. La situation atteint son paroxysme quand Julie commence à ressentir des sentiments pour un autre homme, celui qui deviendra le père de sa fille Manon. La jalousie maladive de son ancien compagnon se transforme en harcèlement. Il la suit, l'attend devant son immeuble, la menace, va jusqu'à des gestes violents, tordre les poignets, la traquer dans son quotidien. L'agression physique vient s'ajouter à la torture psychologique, formant un climat d'angoisse dont il est presque impossible de s'extraire. Le moment le plus dramatique s'impose quand Julie découvre qu'elle est enceinte de son nouveau partenaire. C'est un immense bouleversement dans sa vie, souffrant d'endométriose, elle pensait ne jamais pouvoir être mère. Cette grossesse, qui aurait dû constituer une délivrance, devient un instrument de chantage pour son agresseur. Il la menace, il révélera sa grossesse à la presse, détruira son image, compromettra sa carrière. Dans l'industrie du spectacle, où la réputation est capitale, cette menace plane comme une épée de Damoclès. L'effondrement est la tentative de suicide. Julie résiste tant qu'elle le peut, mais l'accumulation de harcèlement, d'humiliation, et la peur constante pour son bébé à naître finissent par l'épuiser totalement. Un jour de juillet, la chanteuse, dépassée par la douleur, tente de mettre fin à ses jours. Elle avale une forte dose de somnifère, dans l'espoir de faire taire la souffrance qui la ronge. Son compagnon, avec qui elle partage désormais la perspective d'une vie nouvelle, la trouve à temps. Transportée d'urgence à l'hôpital, Julie subit un lavage gastrique et reste plongée dans le coma pendant 2 jours. Mais même hospitalisée, elle n'est pas à l'abri, son ex la contacte par téléphone, proférant des paroles glaçantes et cruelles sur la santé de son enfant. « Ton gosse va être magnifique avec tous les cachets que tu as pris », lui lance-t-il, rappelant que la torture psychologique ne s'arrête jamais là où le corps s'effondre. Elle sera placée sous surveillance médicale renforcée. Le psychiatre comprend que Julie est dans une situation de danger extrême. Reconstruire, malgré le harcèlement persistant. Après la rupture, le harcèlement de son ex se poursuit. Julie va vivre sous la menace constante de son ombre, de ses coups de fil, de ses apparitions inattendues. Il agit comme s'il avait encore tous les droits sur elle, refusant de disparaître de sa vie. Ce climat délétère pollue même les premiers instants de la maternité de Julie. Quand elle donne naissance à Manon en 1992, c'est à la fois une renaissance et une nouvelle épreuve. L'enfant est « un ange tombé sur mon épaule », confa-t-elle. Mais la maternité ne suffit pas à solder le traumatisme. Il faut entamer un processus long et difficile, une psychanalyse en profondeur, des années à reconstruire les morceaux éparpillés du moi blessé. Julie explique « Je suis entrée en analyse comme on entre au couvent. Cela lui permet de commencer à comprendre, à démêler les nœuds de son traumatisme, à se réapproprier son histoire. Le traumatisme, un héritage dont il faut apprendre à vivre. Malgré la détermination et le travail intérieur, les séquelles perdurent. Julie Pietri sait qu'on ne guérit jamais totalement de ce type de relation. Le traumatisme ressurgit parfois sans prévenir, remettant en question même les acquis fragiles d'une guérison lentement construite. Ce chapitre de la vie de Julie n'est pas seulement hors du commun par sa violence, il révèle surtout la force de résilience qui s'est construite malgré tout. Derrière la célébrité et les projecteurs, il y a une femme qui continue à lutter pour rester debout, pour protéger son enfant, et pour s'offrir une seconde chance, même quand tout semble perdu. Les épreuves répétées et la renaissance Julie Pietri face à la toxicité après avoir survécu à une décennie d'enfer émotionnel, Julie Pietri aurait pu espérer que l'orage allait enfin s'éloigner, que le sort lui offrirait un répit bien mérité. Mais la réalité a démontré à quel point les traumatismes du passé peuvent façonner l'avenir et rendre chaque pas vers la guérison incertain, fragile. Car même après s'être émancipée d'un partenaire narcissique, Julie va devoir affronter une seconde relation tout aussi toxique et cette fois, l'impact ne sera pas seulement sur elle, mais aussi sur sa fille, Manon. La rencontre qui devient piège. Quelques années avant que Julie ne révèle publiquement ses blessures, un nouvel homme entre dans sa vie. Cette rencontre se veut d'abord rassurante, l'homme est cadre influe dans un grand casino, doté d'un charisme certain, et semble, de prime abord, offrir stabilité et tendresse. Il sait séduire,
rassurer, valoriser celle qui aspire à une paix intérieure après tant de tempêtes. Mais très vite, le schéma redouté refait surface, idéalisation, dévalorisation, contrôle. Julie Pietri, qui pensait s'être immunisée contre les manipulations, découvre qu'elle reste vulnérable à certaines dynamiques. Cette nouvelle relation va vite virer au cauchemar psychologique, atteignant des sommets là où la première avait déjà laissé des cicatrices profondes. Les narcissiques trouvent la faille et s'y engouffrent. Ils détectent la fragilité héritée des traumatismes antérieurs. Julie, encore affaiblie par ses blessures non totalement cicatrisées, se retrouve prise au piège d'une emprise subtile mais de plus en plus brutale. La famille sous attaque. Ce qui distingue cette relation toxique de la précédente, c'est son extension à l'espace familial. L'homme ne s'en prend pas uniquement à Julie, il cible sa fille Manon, la prunelle de ses yeux, source de sa résilience. Plus qu'une agression personnelle, il s'agit d'une attaque sur l'identité profonde de Julie en tant que mère. Dans ses confidences, Julie décrit comment cet homme insinue le doute, l'anxiété, le malaise dans la dynamique mère-fille. Il manipule, humilie, déstabilise. Manon, d'abord protégée par sa mère, se voit aspirer malgré elle dans ce jeu pervers. Il a attaqué ma fille psychologiquement. C'était insupportable, c'était la limite à ne jamais franchir, confie Julie dans une interview poignante. Face à cette violence, la chanteuse réalise que la vulnérabilité n'est pas une honte mais une conséquence logique d'années de survie. Elle admet que son enfance chaotique, l'exil, la guerre et des décennies d'abus ont préparé le terrain pour cette répétition tragique. Je n'étais pas aussi guérie que je le croyais, dira-t-elle plus tard. Ce constat est le début d'une nouvelle étape de résilience. Isolement et repli. La presse le remarque, pendant ces années de tourmente, Julie Pietri se retire du devant de la scène. Elle évite la télévision, refuse les interviews, décline les invitations au grand plateau et au tapis rouge. Préférant une discrétion absolue, elle se concentre sur des tournées internationales, les festivals d'été, les concerts live loin des projecteurs médiatiques. Ce silence intrigue, certains journalistes interprètent son retrait comme une excentricité ou une crise mystique. La rumeur court, les photos sans contexte alimentent la spéculation. Dans un magazine à scandale, une image de Julie bras levés pendant un concert est légendée, depuis qu'elle a quitté son compagnon, elle trouve refuge dans la prière. Mais Julie ne prie pas, elle lutte pour garder sa vérité intacte, alors que le public et les médias déforment sa réalité. Fatiguée du déni et des incompréhensions, elle choisit le mutisme, je ne supportais plus que ma vérité soit déformée. J'ai tout gardé pour moi. Ce silence est à la fois une protection et une prison. Le retour vers la lumière. Malgré l'enfermement et les attaques récurrentes, Julie Pietri n'abandonne jamais totalement l'espoir d'un lendemain meilleur. En 2003, elle accepte de se produire à Retour gagnant, une émission événement qui réunit les stars des années 80. Elle choisit d'interpréter « Vivre pour le meilleur » de Johnny Hallyday, une ballade qui résonne comme un manifeste de résilience. Sa prestation bouleverse le public, elle remporte la première place. Ce n'est pas seulement une victoire artistique mais un symbole de renaissance. Julie y trouve un message à délivrer, « Je suis encore là, je suis vivante, je me bats », dira-t-elle avec émotion. Ce tournant marque le début d'une lente et difficile reconquête de soi. Peu à peu, elle accepte les concerts sur des tournées nostalgiques, retrouve une certaine proximité avec son public fidèle. Mais elle ne prétendra jamais être totalement guérie. Sa force est désormais dans la revendication des séquelles qui persistent, dans l'acceptation de la douleur comme partie intégrante de son histoire. L'engagement pour les victimes. En 2020, Julie Pietri, plus forte et sincère, décide enfin de prendre la parole publiquement et d'adresser un message percutant, « Un homme qui vous humilie ne vous aime pas. Il est incapable d'aimer. Il se nourrit de votre souffrance pour combler son propre vide. Et quand il en a fini avec vous, il passe à la suivante. » Ces mots ne sont pas que des souvenirs, ils sont un avertissement pour toutes les femmes prisonnières de relations destructrices, tout particulièrement celles dont la notoriété fait obstacle à la reconnaissance de la souffrance. Julie devient une figure officieuse pour les survivantes, un exemple pour celles dont la douleur a été minimisée, ignorée, ou tournée en dérision à cause du statut social, de la réussite ou de la beauté. Les gens pensent que vous êtes trop forte pour être victime, souligne-t-elle. Pourtant, la force n'empêche pas la manipulation, et la vulnérabilité n'est jamais une faiblesse. L'amour comme fil conducteur. Au centre de sa reconstruction, il y a toujours Manon. Son miracle, sa raison d'avancer. Julie, longtemps convaincue qu'elle ne pourrait être mère en raison d'endométriose,
considère la naissance de sa fille comme une bénédiction inespérée. Elle m'a sauvé de la dépression et du désespoir, confia-t-elle. Manon, aujourd'hui femme accomplie, indépendante, reste la meilleure amie de Julie, celle qui lui a permis de s'accrocher à la vie et de se protéger contre les tempêtes. Leur relation fusionnelle est le véritable moteur de la résilience de la chanteuse, le fil d'or qui relie tous les fragments de son histoire. Les racines du traumatisme guerre, exil et résilience pour comprendre la force, mais aussi la vulnérabilité de Julie Pietri face à la violence psychologique et aux épreuves de la vie adulte, il faut revenir bien en arrière, avant la scène, avant la célébrité. Les traumatismes de l'adolescente et de la jeune femme ne commencent pas dans la passion amoureuse ou sous les projecteurs, mais au cœur du chaos de son enfance. Une enfance en guerre. Julie Pietri naît à Alger, dans un climat explosif, entre coups de feu et incertitude permanente. Elle est une enfant de la guerre d'Algérie, témoin des affrontements sanglants entre le FLN et l'armée française, puis de l'effondrement du monde colonial. Le bruit des détonations, des vitres qui volent en éclats, les corps cachés dans les rues, tout cela forme son quotidien. Comme elle le témoignera bien plus tard, j'ai vécu ma petite enfance sous les bombes. Je voyais des cadavres cachés sous des couvertures. Son père, soucieux de protéger sa famille, va jusqu'à piéger leur appartement pour empêcher toute occupation hostile. Ce climat d'hypervigilance s'installe à la maison, imposant une peur constante et une tension extrême qui marqueront toute la psyché de Julie. L'exil forcé et la perte de repères. En 1962, l'indépendance de l'Algérie oblige la famille Pietri, comme des centaines de milliers de pieds noirs, à fuir leur terre natale. Ils laissent tout derrière eux, maison, souvenirs, identité. Julie n'a que 7 ans lorsqu'elle débarque avec les siens en France métropolitaine, à Petit-Quevilly près de Rouen. Mais ce qui ressemble à une porte de sortie s'avère être le début d'un nouveau cauchemar. Dans cette France qui regarde les pieds noirs avec méfiance, Julie devient la cible de brimades et de xénophobie à l'école. Parce qu'elle est arrachée à sa terre, qu'elle porte les stigmates du colonialisme, elle est rejetée, insultée, harcelée. L'exil et le racisme se mêlent pour lui faire vivre un second traumatisme. Très vite, elle doit apprendre à se battre pour survivre, à se défendre physiquement face aux autres enfants. Elle développe une carapace, se referme, devient hypervigilante, en mode survie permanente. Les amitiés et la confiance lui sont refusées. L'isolement creuse une profonde blessure, que la chanteuse portera en elle toute sa vie. Les années de thérapie. L'enfance de Julie Pietri, marquée par la guerre, la perte et les humiliations, l'oblige à entreprendre une longue psychanalyse pour tenter de pacifier son esprit. Il m'a fallu 13 ans de psychanalyse pour pouvoir enfin dormir, dira-t-elle plus tard. Les cauchemars, la sensation de danger permanent, le vide émotionnel, la guerre a laissé des séquelles indélébiles, et la thérapie devient un moyen vital, non seulement de survivre mais de vivre. Son objectif est simple, presque bouleversant dans sa banalité, apprendre juste à dormir, à trouver le repos, cette fonction humaine fondamentale que le traumatisme lui a volée durant tant d'années. Pour elle, la psychanalyse n'est pas une démarche à la mode, ni un luxe, mais une bouée de sauvetage concrète. Dans cette vidéo, nous avons exploré les coulisses de la vie de Julie Pietri, loin du strass et des projecteurs. Nous avons traversé l'enfance en guerre, l'exil douloureux, la violence du harcèlement et des relations toxiques, la solitude et la passion créatrice, une constellation d'épreuves qui, mises bout à bout, révèle la force extraordinaire d'une femme qui a choisi de ne pas se laisser définir par la souffrance mais de s'inscrire dans la lumière, à sa manière. La mise en garde pour toutes les victimes. À travers ses récits, et ses prises de parole récentes, Julie Pietri n'a de cesse d'insister sur un fait crucial, la violence psychologique ne choisit pas ses cibles en fonction de leur force apparente ou de leur succès public. Elle touche, même les légendes, même les femmes acclamées, même celles que le public croit invincibles. Son parcours illustre que la vulnérabilité est un état humain, pas un défaut. Elle montre un visage de la souffrance trop peu abordé, celui des célébrités qui, malgré leur statut, n'échappent pas au même piège que tout le monde: manipulation, gaslighting, isolement, humiliation et harcèlement. Julie Pietri a voulu faire de son histoire une manière de briser les tabous, arrêter de croire que la réussite immunise contre l'abus, cesser de penser que la notoriété offre plus d'armes contre la violence intime. Sa voix, forgée dans l'épreuve, résonne particulièrement auprès de celles et ceux qui peinent à croire que leur douleur mérite attention. Les injonctions à se taire, à ne pas faire de vagues, à préserver l'image ou le contrat social. Julie, par son témoignage et sa carrière, montre qu'il est possible de sortir du silence, d'oser parler, même quand cela bouleverse l'ordre établi. Le scandale de Waller, catalyseur ou miroir déformant. Le concert de Waller,
en 2024, a servi à la fois de déclencheur et de révélateur. Pour certains, il cristallise une crise passagère d'une artiste vieillissante, pour d'autres, il est le signe de la pression intolérable à laquelle sont soumis les hommes et les femmes publics. Mais, si l'on regarde au-delà du sensationnalisme des réseaux sociaux et des articles à charge, on découvre un épisode qui concentre des décennies de blessures non dites, de fatigue émotionnelle, de tensions accumulées. Ce n'est pas un simple débordement, c'est le moment où tous les traumatismes de la vie remontent à la surface sous le poids du regard collectif. À travers ce scandale, Julie Pietri remet en lumière la question de la bienveillance envers les artistes, l'importance du respect mutuel, la nécessité de repenser le contrat invisible entre l'artiste et le public. La réaction violente dont elle a fait l'objet en dit autant sur la société que sur elle-même. Elle pose la question de notre rapport à l'empathie, sommes-nous prêts à ne pas juger trop vite? À laisser une part d'humanité et de faille derrière la figure du « professionnel parfait ». En se dévoilant, Julie encourage chacun à dépasser le simple réflexe du jugement, à réfléchir sur la manière dont nous consommons l'art, la célébrité et les émotions des autres. Le choix de la psychanalyse, guérir ou survivre. 13 années de thérapie, pour simplement réapprendre à dormir. Cette phrase résume le travail colossal de reconstruction mené par Julie Pietri. Sa démarche thérapeutique n'avait rien d'un caprice, elle était une nécessité vitale, un effort de survie face à des blessures d'enfance, des deuils impossibles, des trahisons répétées. Elle oppose à la violence la patience de l'analyse, le courage de l'introspection. Plutôt que d'enfouir encore plus loin ses traumas, elle décide de les affronter, de les nommer. Cette honnêteté envers elle-même et envers le public est certainement l'une des plus grandes victoires de sa carrière, offrir à celles et ceux qui souffrent la preuve que l'on peut se relever, reconstruire, et transformer la douleur en source de création. La transmission, de mère à fille, d'artiste à public. Au centre du récit, il y a Manon. La fille miracle, née contre toute attente, devenue le pilier de la guérison et le moteur de l'amour indéfectible. La relation mère-fille entre Julie et Manon cristallise tous les enjeux du combat pour la vie, la protection, la transmission, le partage des failles, mais aussi la célébration de chaque victoire intime. Manon, aujourd'hui adulte épanouie, témoigne de l'influence durable d'une mère qui a choisi d'aimer avant tout, de tordre le cou au désespoir du passé et d'inventer des lendemains ensoleillés malgré la nuit. Julie et Manon, c'est l'histoire de deux femmes qui se sont sauvées l'une l'autre, qui montrent qu'on n'est jamais réellement seul dans l'épreuve à condition de savoir regarder autour de soi, de tendre la main et d'oser demander de l'aide. Résilience et création artistique, la catharsis du chant. Tout au long de sa carrière, Julie Pietri aura utilisé la musique pour transcender ses cicatrices. Des « Ève, lève-toi » à « Vivre pour le meilleur », chaque chanson devient lieu de catharsis, espace de purification des douleurs intimes. La scène n'est pas simplement un théâtre d'exposition, elle est, pour Julie, un atelier de renaissance. C'est là qu'elle reprend possession de ses émotions, dialogue avec le public, et transforme sa fragilité en force. Et c'est ainsi qu'elle peut dire, avec lucidité mais sans honte, je ne suis pas totalement guérie, je choisis de vivre avec mes failles. Plutôt que d'édulcorer son itinéraire, elle revendique cette part de fragilité, faisant de son image publique une leçon de courage et d'humanité. Son histoire rappelle combien il est important de ne pas tout accepter au nom du contrat social, du succès, de la peur de déranger. Elle encourage la sororité, la bienveillance, la reconstruction collective. Pour elle et pour toutes celles qui se battent, la parole n'est pas une faiblesse, elle est la première étape de la guérison. Au-delà du rideau, ce que nous retenons. Julie Pietri nous laisse ainsi un dernier message, même les légendes saignent derrière le rideau. C'est une invitation à regarder autrement, à questionner les fausses évidences et à offrir une place à la vulnérabilité dans nos rapports humains. Si cette vidéo vous a touché, si vous voyez désormais Julie Pietri autrement, laissez un commentaire, partagez votre ressenti, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui mettent en lumière les parcours cachés, les forces insoupçonnées derrière les stars et les anonymes. Rappelez-vous, la guérison est possible, la résilience est un art, et chacun mérite le droit d'écrire sa propre version de l'histoire, derrière les projecteurs comme dans l'ombre.